Bien le bonjour. Donc je vous avais parlé que je vous aurais fait cette vidéo de la reine de Saba sur l'Éthiopie. Alors ce qu'il faut savoir sur l'Éthiopie, c'est que c'est le seul pays qui n'a pas été colonisé d'Afrique. Eh oh, t'es où là? Alors, on commence comme ça. Donc elle était noire, la reine de Saba. Je voudrais vous parler d'une reine au destin incroyable, que l'on nomme souvent, sans presque rien savoir d'elle, la reine de Saba. Une personnage mystique qui ne semble pourtant pas encore connu à la hauteur de sa grandeur. J'ai un collègue qu'on l'appelle le griot, car il a toujours les mots juste pour raconter des histoires et flatter les gens. Un matin, un bon séducteur, il voulait me complimenter et me comparer à la reine de Saba. J'étais justement en train de lire son histoire dans le livre de Marek Alter. À moi de répliquer, mais elle était noire, la reine de Saba. Sa surprise me donna l'idée de raconter ce personnage. Selon la tradition juive et musulmane, la reine du royaume de Saba, dans le sud-ouest de l'Arabie, aurait vécu jusqu'au Xe siècle avant Jésus-Christ. Mais ça allait beaucoup plus loin, son royaume. Merkeda, fille d'Akebo et de Bilkis, fut reine de Saba, un royaume au sud de l'Arabie. C'était une reine à la beauté sans nul autre pareil. Elle perdit sa mère jeune et avant la fin de son deuil, dut fuir à cause de son showa, je ne sais pas comment on dit, shoba, le trait de son père, donc elle se souviendra toujours au nom de Akebo le Grand. Ne se remariera jamais pour lui donner son trône. Il lui légua également son caractère et son esprit guerrier. Dans leur nouvelle ville, Apsum, de l'autre côté de la mer Rouge, ils développèrent le commerce notamment avec le pharaon d'Égypte. Un jour, un émissaire envoya à la reine une lettre de salutation d'un certain Salomon, roi de Juda et d'Israël. Intriguée, elle chercha à en savoir plus sur cet homme réputé bon et sage, son peuple et leur culture, mais également leur langue hébreu. Elle voulut se rendre en Israël officiellement pour favoriser les échanges commerciaux. Dans le récit biblique de la vie du roi Salomon, 1 roi 10, 1, 13, 13, je sais pas, ça doit être un. Enfin, je vais pas. Bref. La reine de Saba rend visite à celui-ci accompagné d'une caravane transportant de l'or, des pierres précieuses et des aromates. Cette épice atteste l'existence de relations commerciales importantes entre l'Israël et l'Arabie. Moi, je piquerai bien les aromates. Tout en lui attirait sans qu'elle ne puisse se l'expliquer. Mais pour conséquence, le cœur du roi Salomon, qui avait plus de 100 épouses, alors vous imaginez, 100 épouses, combien d'enfants, combien de descendants. Arrivé à nos jours, ça en fait beaucoup, hein. Il fallait bien que la beauté l'assure de son regard. Les pointes de son caractère et la vivacité de son esprit eurent raison de lui. Les rôtisses de leur joute verbale accompagnaient l'effusion de passion qui déferlait sur eux au moindre regard mutuel. Toujours selon l'Ancien Testament, la reine avait l'intention d'éprouver la sagesse de Salomon en lui donnant un certain nombre d'énigmes à résoudre.
Elle le mit à l'épreuve pour tester sa sagesse, les réponses du roi plutôt que de le détourner, d'elle qui conquirent son cœur et tout son être, qu'elle lui dévoua pendant 3 nuits et 2 jours. La tradition musulmane connaît la reine de Saba sous le nom de Bilqis, je crois que c'est comme ça qu'on doit dire, dans la sourate des fourmis. Coran, c'est le 27. Elle n'est pas nommée et son histoire est embellie par les commentaires musulmanes. Les Arabes ont donné une généalogie de Bilqis qui place ses origines en Arabie méridionale. La reine est au cœur d'un cycle de légendes très répandu. Selon l'une de ces récits, Salomon, informé par l'une de ses huppes que Bilqis rend un culte au soleil, lui écrit pour demander d'adorer Dieu. La reine lui répond en envoyant des présents, mais piquée par son indifférence, décida de se rendre elle-même à sa cour. Entre-temps, les démons du roi craignant que celle-ci ne soit tentée d'épouser Bilqis, lui chuchote à l'oreille qu'elle a des jambes velues et des sabots d'un âne intrigué. Intrigué, Salomon fait construire un carrelage en verre devant son trône. Ouais, il dit souvent le Yémen, mais vous voyez, hein, la région elle peut être rapidement, surtout qu'ils avaient les bateaux, ils avaient tout ce qu'il fallait, hein, et même voir des objets volants non identifiés, comme on dira, parce que j'ai déjà vu ces écrits-là que le roi Salomon avait détruits. Le royaume de Saba est un rapport aux frontières actuelles. Donc, ça bouge pas trop, mais bon. Avec le temps et les guerres, les pays se défendent, ils se reforment autrement. Pour rendre cet amour éternel et pour fuir la lassitude du temps, elle repartit dans son royaume après tout, se dit-elle. Salomon avait tant d'épouses qu'il arriverait bientôt un jour où il se détournerait d'elle également. Dans un dernier geste d'amour avant de prendre la route, elle embrasse son Dieu unique, Yahvé, le Dieu d'Israël. Selon la tradition éthiopienne, Makeda eut un fils, Ménélik, le fruit de son amour avec Salomon, et le premier d'un des grands lignées de rois africains qui formaient la dynastie royale d'Éthiopie. Cet récit voit ici l'origine des Phalas juifs et éthiopiennes, mais ici comme une autre histoire. Je vous ai fait cette page. La reine de Saba est le nom d'une souveraine, d'une très grande beauté et d'une très grande sagesse, évoquée dans la Bible, premier livre des rois, chapitre 10. Là, c'est plus facile à lire comme ça. Qui serait venu rendre visite au roi Salomon, fils de David. Elle régnait sur Saba, que la tradition situe en Éthiopie. Ces traditions se fondent notamment sur la Kebra Naga et un récit épique du XIVe siècle qui attribue à la reine de Saba le nom de Makeda. Elle aurait eu un fils de sa rencontre avec le roi Salomon. Ce fils, Ménélik, aurait emporté l'arche de l'alliance du temple de Jérusalem en Éthiopie, donc il y aurait été le premier roi fondateur de la dynastie salomonide. En 2008, des fouilles engagées par les archéologues de l'université d'Hambourg qui déclarent avoir retrouvé les ruines du palais de la reine de Saba sont venues accréditer l'histoire, la tradition éthiopienne. Donc là, c'est des gens qui parlent. Ah ou alors, si tu préfères.
Donc on va prendre un peu les pages d'histoire sur l'Éthiopie. Le nom d'Éthiopie fut donné par les anciens Grecs au pays du Sud, CAD, de façon assez vague à tous ceux de l'Afrique. Le mot éthiopien signifie en grec quelque chose comme homme brûlé par le soleil, aito égale brûlé, OPS, visage. Il se localise pour désigner spécialement les populations du Sud. Je suis en train de me perdre un petit peu là. Hop, je vais prendre un stylo, ce sera plus facile. Je vais me repérer. Un stylo. Ok. C'est celle que j'ai là. J'espère que ça va pas trop gêner la vidéo si je descends un peu. Alors, excusez-moi. Il se localise pour désigner spécialement les populations du sud de l'Égypte, du bassin supérieur du Nil, habitant entre le Sahara, donc Libye, et la mer Rouge, donc le golfe arabique, tandis qu'Homer, ça me fait penser au Sisson, appelle les Éthiopiens les plus éloignés, les habitants de la terre, résidant depuis l'extrême-orient jusqu'aux régions du couchant. Hérodote applique ce nom aux gens du haut du Nil. Il discerne des Éthiopiens orientaux à cheveux lisses et des Éthiopiens occidentaux à cheveux crépus. Cette vision est exacte. Les premiers sont les Nubiens et autres peuples bruns que l'on réunit dans le groupe Chamite. Les autres sont, pour faire court, les Noirs subsahariens, à partir du moment où les Grecs entrent en relation régulièrement avec l'Égypte. Leur connaissance s'étend pour Homère. Les Éthiopiens étaient le peuple largement mythique. Hésiode parle déjà de leur roi qui s'appelle Mémone. Démocratique, il était, dit-on, venu du Nil jusqu'à Méro. Hérodote nous donne des détails sur les Éthiopiens, particulièrement sur ceux de l'Orient. Il est vrai que les détails sont en partie fabuleux. Ici, parmi leurs tribus de macrobiens qui vivent longtemps, les ichthyophage et les troglodytes, habitants des cavernes. Il connaît la capitale du royaume Éthiopie, ou en l'occurrence de Nubie, Méroé. Les écrivains grecs ultérieurs sont de mieux en mieux informés. Ptolémée énumère un grand nombre de tribus éthiopiennes. Il cite comme capitale de l'Éthiopie Ozumis, donc la capitale Absom. Pline affirme que le Nil forme la limite entre l'Éthiopie orientale et l'Éthiopie occidentale. En somme, ces renseignements sont encore un peu vagues, mais les modernes ont précisé le sens du mot éthiopien et lui ont donné, au lieu de son acceptation ethnographique, une acception géographique et politique. Déterminée jusqu'au début du XXe siècle, on appelle l'Éthiopie le Nil, la région du Nil moyen et du Nil bleu, correspondant à la Nubie et aussi à l'Abyssine et le royaume qui se constitua dans cette région et fut en rapport régulier avec l'Égypte. Le centre de ce royaume éthiopien s'est d'ailleurs déplacé au cours des siècles de la Nubie, à laquelle on se réfère d'abord lorsque ce mot est utilisé à propos de l'Antiquité. Vers l'Abyssine, mais toujours l'élément prépondérant, y furent les populations dites chamitiques. Parmi les tribus nombreuses qui habitent l'Éthiopie, connues des auteurs de l'Antiquité, on distinguait les Éthiopiens de Méroé, qui habitent entre le Nil et la Barat. Leur capitale était Méroé, les Blémis à l'est de Méroé, les Nubes
ou Nubiens à l'ouest de Méroé, les Sembriques au sud de Méroé, un territoire desquels se trouvaient Sambobitis et Axum. Vient ensuite les éléphantophages et les scrotiophages et les ophiphages, mangeurs d'éléphants, d'autruches, de serpents, qui habitent à l'intérieur des terres Les troglodytes qui s'étendent sur la côte depuis la frontière de l'Égypte jusqu'à détroit de el-Mandeb. Le port d'Alus était chez eux. Plus au sud se trouvaient les ichthyophages, les créophages et les clénophages. Voilà, ça fait penser à Cléopâtre, ça. C'est à des mangeurs de poissons, de viande, de tortues. Et les macrobiens qui vivaient, prétendait-on, de 100 à 150 ans. Bah, j'ai vu beaucoup d'écrits, je ne sais pas si vous avez remarqué ça. On parle de gens qui vivaient même plus que ça, hein. Ça prouve que en fait, on a l'évolution de l'homme actuellement moderne ne vit à peine, allez, on va dire 80, 90 ans. Ici, il y en a plein. Alors qu'à cette époque-là, je vois qu'il y avait plein de gens, ils vivaient 2, 3, 400 ans. Donc, comme quoi que on a baissé au niveau taux de vie sur Terre. La Nubie. Et si on compare à celle de l'Égypte, l'histoire ancienne de l'Éthiopie est relativement mal connue. La Bible appelle ce pays de la terre de Chus, ce qui la suppose peuplée par les descendants de Chus, fils de Shams, et frère de Myriam, et suggère les tribus qui l'habitent pour être originaire d'Arabie. Mais le renseignement reste mince. Au moins peut-on penser que les Hébreux et les Phéniciens y viennent de bonne heure pour y faire le commerce. Dans la partie de l'Éthiopie, appelée aujourd'hui Nubie, on voit fleurir dès les temps les plus anciens l'empire de Méroé, qui entretient les liens étroits avec l'Égypte vers le XVe siècle avant Jésus-Christ. Les Éthiopiens furent soumis par des Sésotrices, mais au commencement du 8e siècle, ils conquirent l'Égypte et à leur tour, ils gardèrent jusqu'en 773 avant Jésus-Christ. Le 15e dynastie des rois d'Égypte, Sabakon, Shuat, Taraka, est une dynastie éthiopienne, ou plutôt nubienne. La base époque, Ptolémée et les Romains tentèrent vainement de soumettre cette contrée. Cependant, les Romains finirent par s'emparer de quelques portions de la partie la plus septentrionale qu'ils absèrent au gouvernement d'Égypte sous le nom de Abtshopia supra-Aegyptium. Les Nubiens eurent plusieurs reines au nom de Candace. L'une d'elles fut tributaire d'Auguste. Le christianisme fut introduit dans le pays au IVe siècle, mais la puissance numérienne avait déjà pratiquement disparu. Dès cette époque, de petits royaumes chrétiens vont se former au cours des siècles, puis celui islamisé, les Foudj, au royaume des Sennar, qui contribue entre le XVIe siècle et le XIXe siècle, aura une certaine importance. En 1821, le Nubie passera dans le giron des vice-rois d'Égypte, puis au moment où elle est troublée par la révolte du Mahdi, entre celle des Britanniques, la Nubie deviendra une partie du Soudan en janvier 1956.
au moment de l'indépendance de ce pays. Donc j'avais vu, on parlait d'un Mahdi qui était en Afrique, bah ce serait voilà. On aurait la réponse, ça serait là. Donc ça c'est une photo de leur époque. L'Abyssinie, l'ancienne Nubie, finit par perdre de son importance. Ouais, c'est 1956, je pense. Ce met du XXe siècle. Finit par perdre de son importance au profit d'Apson, qui sera désormais le vrai royaume d'Éthiopie, ancêtre de l'empire Abyssinie. Son roi Zokal est nommé par l'auteur du périple de la mer héritée. Les monnaies de plusieurs de ces souverains nous sont parvenues. Il était en rapport suivi avec les Grecs. Ouais, les pièces de monnaie peuvent vous donner aussi pas mal d'indices, hein, selon ce qu'il y a dessus. Ils se conviennent au christianisme. Au IVe siècle, dans le courant du VIe siècle, les chrétiens du Yémen, maltraités par des dynasties juives, firent appel à leurs corélégionnaires éthiopiens. Les rois d'Absun envahirent l'Arabie et dominèrent pendant 3/4 de siècle au Yémen. L'islam s'est principalement implanté dans la zone côtière. Devenue une monarchie puissante, Abyssine fut gouvernée par des souverains qui prirent le titre de roi des rois, ou Négus. Ces monarques restés très mystérieux en Europe furent identifiés au Moyen-Âge de légendaires prêtres Jean. Au fil du temps, le pays doit subir des invasions telles que celle de Gala, venue du sud et de l'ouest et s'en souffle aussi en guerre intestine, qui aboutiront à sa fragmentation, à la création d'États tels que celui du Tigré, de Gondar, de Shoah et surtout d'Amara, héritier direct de l'ancien royaume d'Amsoum. De même que la Chine à la même époque commerce à s'ouvrir aux relations avec l'Europe occidentale. Le port de Meshwa devient alors centre important de commerce. Le roi d'Amhara fut détrôné en 1852 par un des chefs militaires du pays, qui parvient aussi à renverser le roi de Tigré et se fait programmer empereur d'Abyssinie, sous le nom de Théodore Ross. Mais le nouvel empire en cours de reconstruction ne put être réellement consolidé qu'à la fin du siècle. Ménélique, après que celui-ci ait pu maintenir son pouvoir sur la région. Celui-ci conquit les pays de Gala, au sud-ouest de l'Ogaden, à l'est pour donner l'Éthiopie les contours qu'elle aura pendant pratiquement tout le XXe siècle. Seul l'hérité, le long de la mer Rouge, manque. Il est intégré à l'Éthiopie en 1952 pour s'en détacher d'ailleurs en 1993. Après une longue période de guerre pour former un nouvel état d'indépendance. Donc je ne vais pas vous faire tout le descriptif, mais ce qu'il faut comprendre, c'est que l'Éthiopie, vraiment, vous voyez, il y a plein de choses sur l'Éthiopie. Alors si vous voulez que je fasse le reste, la suite, je pourrais le faire en vidéo 2, pour vous conter plus toute cette page. Parce que j'ai pas envie non plus que ça dure trop longtemps. Mais donc voilà, le pays où serait justement ce fameux Mahdi à un moment donné qui est apparu en Afrique serait justement ce pays-là, l'Éthiopie. Voilà, je vous souhaite une bonne journée.